Ils m'ont laissé seule et droguée aux soins intensifs, puis m'ont volé 70 000 euros. Et ont offert une Audi à ma sœur, une seule fille aurait suffi. Ma mère, tu n'es que jalouse, ma sœur, je n'ai pas hurlé. Je les ai attaqués en justice. Bonjour. Je m'appelle Aveline. Je me suis réveillée seule dans un lit d'hôpital après une opération. Pas de fleurs, pas de famille, pas même un texto. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que ma mère avait utilisé mon nom, mon crédit et mon avenir pour acheter une Audi flambant neuve à ma sœur. Et le pire? Ce n'était pas une erreur. C'était planifié. Ils m'ont laissé là, droguée, seule aux soins intensifs, puis m'ont volé 70 000 euros. Peut-être qu'une seule fille aurait suffi, m'a écrit ma mère. Tu n'es que jalouse, a ricané ma sœur. Je n'ai pas hurlé. Je les ai attaqués en justice. Laissez-moi vous raconter comment tout est arrivé. Avant de plonger dans les détails de cette trahison, j'aimerais savoir qui est là. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville, ou quel pays, vous m'écoutez ce soir. Quelle heure est-il chez vous? J'ai l'impression que nous allons passer un moment ensemble, et j'aimerais savoir d'où vient mon soutien. Maintenant, commençons par le début. Le silence. La première chose que j'ai enregistrée, ce n'était pas la douleur. C'était le silence. Pas le silence paisible d'un hôpital la nuit, mais un silence lourd, intentionnel. Un silence qui semblait avoir un poids. J'ai cligné des yeux sous la lueur jaune et agressive des néons au-dessus de moi. L'hôpital Édouard Herriot. Lyon. Ma gorge était sèche, comme du papier de verre. J'ai essayé de déglutir. J'avais l'impression d'avaler du coton. Il devait être tard. Ou tôt. Le bip régulier du moniteur cardiaque à côté de moi était le seul son. Mon dos. Je sentais une douleur sourde et profonde le long de ma colonne vertébrale. L'opération. C'était fait. En tant qu'archiviste, mon cerveau est programmé pour enregistrer les détails. J'ai scanné la pièce. La chaise visiteur, bien rangée dans le coin, était vide. Pas de manteau jeté dessus, pas de sac à main. Sur la table de nuit, un verre d'eau en plastique, intact. Pas de fleurs. Pas de carte, bon rétablissement. Pas de ballon. Je me suis tournée vers mon téléphone. L'écran était noir. J'ai tendu la main, grimaçant de douleur, et j'ai appuyé sur le bouton. L'écran s'est allumé. 4h17 du matin. Et rien. Pas un seul message. Pas un appel manqué. Mon cœur s'est serré. C'était illogique. Une opération du dos, ce n'était pas rien. Ma mère, Brigitte, m'avait serré la main avant que je ne parte au bloc. Mon père, Hervé, avait hoché la tête, l'air inquiet. Ma sœur, Elara, Elara n'était pas là, elle avait un coaching de vie important. Mais mes parents. Ils devaient être là. Peut-être qu'ils sont rentrés dormir, me suis-je dit. Ils sont fatigués. Ils reviendront au matin. J'ai essayé de me convaincre, mais une boule froide s'était formée dans mon ventre. J'ai appuyé sur le bouton d'appel de l'infirmière. Une femme est entrée, l'air fatigué mais doux. Ah, mademoiselle Aveline. Vous êtes réveillée. Comment vous sentez-vous? Sur une échelle de 1 à 10? 4, ai-je menti en grimaçant. Ma famille, ils sont partis? L'infirmière a eu une seconde d'hésitation. Juste une seconde. Mais en tant qu'archiviste, je suis formée pour repérer les anomalies, les pauses dans le récit. Oui, a-t-elle dit en ajustant ma perfusion. Ils sont partis peu après que le chirurgien leur a parlé. Votre mère a dit qu'ils avaient besoin de se reposer. Ont-ils dit quand ils reviendraient? Nouveau silence. Plus long celui-ci. Elle a dit qu'elle essaierait de passer demain. Peut-être. Peut-être. Mes yeux se sont fixés sur le grand tableau blanc effaçable accroché au mur, là où les infirmières notaient les informations vitales. Dans le coin inférieur droit, quelqu'un avait écrit à l'encre verte, « Visiteurs attendus, maman, mardi. » Mardi. Nous étions lundi matin. 4h du matin. Et ce point d'interrogation. Mardi. Ce point d'interrogation était une gifle.
Il hurlait l'incertitude. Il montrait que l'infirmière elle-même n'y croyait pas. Ma propre mère n'était pas sûre de venir voir sa fille après une opération majeure de la colonne vertébrale. L'infirmière a dû voir mon visage se décomposer. Reposez-vous, mademoiselle. Le plus important, c'est votre rétablissement. Elle est sortie, refermant doucement la porte. Le silence est revenu, mais il était différent. Il n'était plus vide. Il était plein de ce point d'interrogation. Je me suis tournée vers la fenêtre. Dehors, Lyon était encore endormi. J'avais 30 ans. J'avais un travail que j'aimais, un petit appartement. J'étais indépendante. Mais à cet instant, je me sentais comme une enfant de 6 ans oubliée à la sortie de l'école. J'ai essayé de trouver une excuse. Le stress. La fatigue. Mon père, Hervé, était un homme passif, il suivait toujours ma mère. Et ma mère, Brigitte, était pragmatique. Une secrétaire dans une étude de notaire, elle voyait la vie en termes de chiffres et de procédures. Peut-être que pour elle, l'opération étant terminée, le dossier était clos. Mais même pour elle, c'était froid. J'ai fermé les yeux, essayant de chasser l'image de ce point d'interrogation vert. Ce n'était qu'un détail. J'étais fatiguée, sous morphine. Je suranalysais. J'allais dormir, et au matin, il y aurait un message. Mais au fond de moi, je savais. Ce n'était pas un détail. J'étais habituée à classer des faits, des certitudes. Et je venais de réaliser que quelque chose dans mon propre dossier familial était profondément corrompu. Les heures suivantes ont été un brouillard de douleurs sourdes et de visites rapides d'infirmières. Personne d'autre n'est venu. Le soleil s'est levé, projetant des rectangles de lumière pâle sur le sol en linoléum. Vers 10 heures du matin, incapable de dormir davantage, j'ai attrapé mon téléphone. Toujours rien. Pas de message « J'espère que tu as bien dormi ». Pas de « J'arrive ». J'ai ouvert Instagram par réflexe, pour tuer le temps, pour échapper à mes pensées. Et c'est là que je l'ai vu. La première story en haut de mon fil était celle d'Elara. Ma sœur. La vidéo avait été postée il y a 10 heures. 10 heures. J'ai fait le calcul. C'était vers minuit. J'étais au bloc opératoire. Sur la vidéo, Elara et ma mère, Brigitte, étaient assises à la terrasse d'un café chic de la presqu'île, que je ne pouvais pas me permettre. Elles riaient. Elles trinquaient avec des tasses de café fumant. Leur visage était radieux sous les lumières de la ville. Le texte en travers de l'écran disait « Petit moment mère-fille pour décompresser ». #Family First #Young by Night. J'ai lâché le téléphone comme s'il m'avait brûlé. Elles n'étaient pas rentrées dormir. Elles n'étaient pas fatiguées ou stressées. Elles étaient parties de l'hôpital, et elles étaient allées célébrer. Ma main a tremblé si fort que j'ai eu du mal à reprendre l'appareil. J'ai regardé la vidéo en boucle. Le rire de ma mère. Le clin d'œil d'Elara à la caméra. 10 heures. En plein milieu de ma chirurgie. Décompressé. Décompressé de quoi? D'avoir signé les papiers pour m'abandonner? Mon cerveau d'archiviste a pris le dessus sur le choc. J'ai fait une capture d'écran de la vidéo. Puis une autre. Instinctivement. C'était la pièce à conviction A. J'ai ouvert notre groupe de discussion familiale sur WhatsApp. Il était vide depuis des jours. Mon dernier message datait d'avant-hier, opération demain matin, je vous tiens au courant. J'ai tapé un nouveau message, mes doigts engourdis. Chirurgie terminée. Je vais bien. Je suis dans la chambre 304. J'ai fixé l'écran. Une coche. 2 coches. Les 2 coches sont devenues bleues. Elle l'avait vu. L'une d'elles, ou les deux, venait de lire mon message. J'ai attendu. 1 minute. 5 minutes. Les 3 petits points de « en train d'écrire » ne sont jamais apparus. Rien. Elle savait. Elle savait que j'étais seule, que j'étais réveillée, et elles avaient lu mon message. Et elles n'avaient rien répondu. J'ai senti les larmes monter, chaudes et piquantes. Des larmes de rage, pas de tristesse. Elles n'avaient même pas la décence de mentir, de prétendre. Elles m'avaient vu.
lu. Et elle m'ignorait. J'ai verrouillé mon téléphone et l'ai jeté sur la table de nuit. La capture d'écran brûlait dans ma mémoire. Le rire de ma mère. Le café chic. Et moi, ici, avec une colonne vertébrale en réparation et une odeur d'antiseptique. Le mardi, sur le tableau blanc n'était plus une question. C'était une insulte. C'était un peut-être, si on n'a rien de mieux à faire. Je me suis recroquevillée sur le côté, le mouvement provoquant une douleur fulgurante dans mon dos. Mais ce n'était rien comparé au trou béant qui venait de s'ouvrir dans ma poitrine. Le froid de la trahison était plus vif, plus coupant que n'importe quel scalpel. Je pensais avoir touché le fond. Je pensais que l'indifférence était le pire de leurs crimes. Mais je n'avais pas encore compris. Ce n'était pas de l'indifférence. C'était une stratégie. Et le lendemain matin, un homme en costume cravate est entré dans ma chambre, un dossier sous le bras, et le sol s'est littéralement dérobé sous mes pieds. L'homme qui est entré n'était pas médecin. Il portait un costume gris bien coupé et une mallette. Il avait ce sourire professionnel, poli, qui ne monte jamais jusqu'aux yeux. Mademoiselle Aveline ? Je suis Monsieur Dubois, des services financiers de l'hôpital. J'espère que vous vous remettez bien. J'ai hoché la tête, méfiante. Que puis-je pour vous ? Il s'est assis sur la chaise visiteur vide, la chaise que ma famille n'avait pas utilisée, et a ouvert sa mallette. Juste une petite formalité administrative. Nous avons reçu un paiement partiel pour les premiers frais, un acompte, disons. Mais nous avons un petit souci. Il m'a tendu une feuille. C'était une facture pro forma. Il s'agit d'un paiement de 8 518 €. Il a été effectué ce matin. Le problème est que, eh bien, il y a une incohérence avec la signature sur l'autorisation de paiement. J'ai froncé les sourcils. Un paiement ? Je n'ai rien payé. Je suis encore sous morphine. Non, bien sûr. Le paiement a été effectué par une tierce personne. Votre mère, Brigitte. Mais elle l'a fait en utilisant une autorisation signée de votre main. Et la signature, elle ne correspond pas tout à fait à celle de votre dossier d'admission. Il m'a tendu le document. J'ai regardé la case du bas. C'était mon nom. Aveline. Mais ce n'était pas mon écriture. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je suis archiviste. J'examine des écritures, des documents anciens, des signatures toute la journée. Je connais mon propre paraphe mieux que personne. Les boucles étaient fausses. La pression du stylo était hésitante, comme quelqu'un qui essaie d'imiter. La barre de mon T était trop haute. Ce n'est pas moi, ai-je murmuré. Monsieur Dubois a haussé un sourcil. Pardon ? Ce n'est pas ma signature. J'ai levé les yeux vers lui. Quelqu'un m'a imité. L'homme a semblé mal à l'aise. Il a regardé ses notes. Écoutez, mademoiselle. Le paiement a été effectué via une carte de crédit, une nouvelle ligne de crédit, semble-t-il, ouverte à votre nom. Avec une carte supplémentaire émise au nom de Brigitte. Le sang s'est glacé dans mes veines. Une nouvelle ligne de crédit ? Et puis, je me suis souvenu. La veille de l'opération. J'étais paniquée, j'avais mal. Ma mère était là, tout à coup très douce, très efficace. Ne t'inquiète pas pour l'administration, chérie. Donne-moi juste ton portefeuille et ta carte vitale. Je vais m'occuper de tous les papiers pendant que tu seras au bloc. Toi, tu te concentres sur ta guérison. Je lui avais tout donné. Mon portefeuille, avec ma carte d'identité, mes anciennes cartes bancaires, tout. J'étais tellement soulagée de ne pas avoir à gérer la paperasse. J'avais cru à sa sollicitude. Quelle idiote. Quelle pathétique idiote. Brigitte, la secrétaire de notaire. Elle savait exactement ce qu'il fallait. Elle avait mes informations. Elle avait mon identité. Elle a ouvert un crédit à mon nom, ma voix était un souffle. Et elle a signé pour vous, a complété Monsieur Dubois, l'air grave. Techniquement, mademoiselle, c'est une fraude. Une usurpation d'identité. Le paiement a été accepté, mais la banque a signalé l'incohérence ce matin.
L'hôpital ne peut pas accepter un paiement basé sur une signature potentiellement frauduleuse. J'ai regardé le papier. 8 518 €. Et une fausse signature. Elle n'était pas seulement partie boire un café. Elle était partie, avec mon identité, pour commencer à démanteler ma vie financière. Mademoiselle? L'homme me regardait, attendant une réponse. J'ai réalisé que je tremblais. Ce n'était pas de peur. C'était une rage froide, pure, comme je n'en avais jamais ressenti. Que dois-je faire? Pour l'instant, nous devons annuler ce paiement. Et vous, il a fait une pause, vous devriez appeler votre banque. Immédiatement. Et peut-être la police. Il a repris ses papiers, s'est levé. Je suis désolé de vous avoir importuné avec ça. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Il est parti. La porte s'est refermée. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai cherché le numéro de ma banque. J'ai regardé la fausse signature une dernière fois. Le A de Aveline était penché, lâche. Comme une parodie. L'homme me regardait, attendant une réponse. Y a-t-il un problème, mademoiselle? Ma voix tremblait à peine quand j'ai répondu, oui. Il y a un très, très gros problème. À ce moment précis, que feriez-vous? Quand vous réalisez que la personne qui est censée vous protéger, votre propre mère, est celle qui vous poignarde dans le dos, qui vole votre identité pendant que vous êtes inconsciente. Réagiriez-vous avec colère? Ou seriez-vous, comme moi, juste, paralysé par le choc et la précision chirurgicale de l'attaque? Dites-le moi dans les commentaires. Je veux vraiment savoir ce que vous auriez fait à ma place. J'ai appelé ma banque. La conversation qui a suivi a été un cauchemar éveillé. La voix de l'autre côté était professionnelle, mais je pouvais sentir sa confusion. Oui, Madame Aveline. Nous voyons une nouvelle ligne de crédit revolving, elle a été approuvée hier matin. Une demande en ligne. Je n'ai rien demandé, ai-je dit, ma voix devenant plus forte. Elle a été approuvée en urgence. Basée sur vos excellents antécédents de crédit. Une ligne de 70 000 €. 70 000 €. J'ai failli m'étouffer. 70 000? Oui. Et, oh. Il semble qu'elle ait été utilisée presque immédiatement. Il y a un paiement de 8 518 € et un autre. Un virement de 65 000 €. J'ai arrêté de respirer. Un virement? Où? Un instant, vers un concessionnaire automobile. Audi. Audi Lyon. Audi. Mon esprit a fait le lien si vite que ça m'a donné le vertige. Et Lara. Ma sœur. Elle parlait de cette nouvelle Audi A5 depuis des mois. Elle disait qu'elle la visualisait, que l'univers allait la lui apporter. Il s'avérait que l'univers avait un nom, ma mère. Et un compte bancaire, le mien. Bloquer tout, ai-je sifflé dans le téléphone. Bloquer la ligne, bloquer mes comptes. Tout. C'est une fraude. C'est ma mère. Il y a eu un silence choqué à l'autre bout. Nous lançons la procédure de fraude immédiatement, madame. J'ai raccroché. 70 000 €. Ils avaient pris 70 000 €. Ma mère, la pragmatique. Et Lara, la rêveuse narcissique. Un duo parfait. L'une savait comment obtenir l'argent, l'autre savait comment le dépenser. Alors que j'étais assise là, tremblante, mon téléphone a vibré. C'était Inès, ma meilleure amie. Une vraie amie. Le message disait, j'arrive te voir ce soir après le travail, quoi qu'il arrive. J'ai essayé d'appeler ta mère pour avoir des nouvelles, elle ne répond pas. J'espère que ça va? J'allais répondre quand un autre message d'elle est arrivé. C'était un lien. Juste un lien. Vers Instagram. Le message suivant disait, Aveline. C'est quoi ça? Dis-moi que c'est une blague. J'ai cliqué sur le lien. C'était une nouvelle publication sur le fil d'Elara. Pas une story. Une publication permanente. La photo était éblouissante. Elara, posant fièrement, les mains sur les hanches, devant une Audi A5 flambant neuve, grise argentée.
La voiture était garée dans l'allée de la maison de mes parents. Il y avait un énorme nœud rouge sur le capot. Elle souriait de toutes ses dents, l'air triomphant. Et puis, il y avait la légende. La reine a sa nouvelle voiture. Quand tu travailles dur et que tu restes positive, l'univers te récompense. Un immense merci à mes incroyables parents, maman et papa, d'avoir toujours cru en moi et de m'avoir aidé à concrétiser ce rêve. Vous êtes les meilleurs. Diez Audi à 5 #blessed #manifestation #bossgirl #family goal. J'ai lu les mots. Travail dur. Récompense. Cru en moi. J'ai regardé les chiffres. 8 518 € pour moi. 65 000 € pour elle. Il n'avait même pas payé l'intégralité de ma facture d'hôpital. Juste assez pour faire diversion. Le reste, le gros du butin, était pour la reine. J'ai fait le calcul. L'opération, les soins, tout allait me coûter bien plus que 8 000 €. Ils avaient pris 70 000 € à mon nom, on avait utilisé une petite partie pour couvrir leurs traces à l'hôpital, et avait donné le reste à ma sœur. Pour une voiture. Pendant que j'étais sur la table d'opération. La rage était si forte qu'elle m'a donné la nausée. J'ai ouvert WhatsApp. J'ai trouvé la conversation avec ma mère. J'ai tapé « Tu as utilisé mon argent pour acheter une Audi à Elara ». La réponse a été instantanée. Les 2 coches bleues. Puis, les petits points. Elle écrivait. Le message est arrivé. Un seul mot. Assez. Pas de déni. Pas d'excuses. Juste un ordre. Tais-toi. Assez. J'ai regardé ce mot. Assez. C'était ce qu'elle me disait toute ma vie. Quand je pleurais parce qu'Elara avait cassé mon jouet. Assez, Aveline. Quand je me plaignais qu'Elara avait toutes les nouvelles robes. Assez. Quand je disais que ce n'était pas juste. Assez. Mon existence était une gêne. Mes plaintes étaient une nuisance. J'ai fixé le mot. Et j'ai su. C'était la guerre. Inès est arrivée ce soir-là, et elle n'est pas venue les mains vides. Elle a apporté une brosse à dents, des vêtements propres, et une colère qui faisait écho à la mienne. Tu ne restes pas une minute de plus ici que nécessaire, m'a-t-elle dit, ses yeux noirs lançant des éclairs. Tu viens chez moi. Point final. Quand je suis sortie de l'hôpital 3 jours plus tard, c'est Inès qui est venue me chercher. Pas ma famille. Je n'avais eu aucune nouvelle d'eux depuis le passé de ma mère. Le silence était total. Inès m'a installée dans sa chambre d'amis, dans son appartement près de Jean Massé. C'était petit, mais c'était sûr. Les jours suivants ont été un enfer administratif. J'étais au téléphone avec les services de fraude, les agences de crédit, essayant de prouver que je n'étais pas moi-même. J'avais mal au dos, j'étais épuisée, mais j'étais ranimée par une fureur froide. C'est environ une semaine après ma sortie que j'ai reçu l'email. Je vérifiais mes spams, juste au cas où, quand un titre a attiré mon attention. Il provenait d'un portail immobilier. Félicitations pour la mise en vente de votre bien. J'ai failli le supprimer. Sauf qu'en dessous, il y avait une adresse. 3 rue de la République, 69 000 à Lyon. Non. Ce n'était pas possible. C'était mon appartement. Mon premier achat. Un petit T2 dans le quartier de la Croix-Rousse. Je l'avais acheté il y a 5 ans. Ma mère avait co-signé le prêt, juste au cas où, disait-elle, mais c'est moi qui payais chaque centime. J'avais déménagé il y a 1 an pour un logement un peu plus grand, et j'avais confié la gestion locative de l'appartement de la Croix-Rousse, ma mère. Brigitte. La secrétaire de notaire. Les mains tremblantes, j'ai cliqué sur le lien. Et il était là. Mon appartement. Mon parquet. Ma petite cuisine que j'avais moi-même carrelée. En vente, 280 000 €. Agence, nom de l'agence. Contact, Brigitte, nom de famille. Elle était en train de vendre mon appartement. J'ai fouillé dans mes emails, j'ai trouvé le portail de l'agence. J'ai utilisé l'option « mot de passe oublié » avec l'email de ma mère. J'ai accédé au dossier. Et j'ai trouvé le mandat de vente. Signé électroniquement. Aveline, nom de famille.
La signature était parfaite. Ce n'était pas l'imitation bâclée de l'hôpital. C'était une copie numérique. Scan. Elle avait dû la prendre sur l'un des milliers de documents que je lui avais confiés au fil des ans. En tant que secrétaire de notaire, elle savait exactement comment faire. Elle avait cosigné, elle avait accès. Elle liquidait mes actifs. J'ai attrapé mon téléphone. J'ai composé son numéro. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. Sa voix était calme, presque enjouée. Allô? Tu vends mon appartement, ai-je dit, sans préambule. Il y a eu un silence. Pas un silence choqué. Un silence calculé. Ah. Tu as vu, a-t-elle dit, d'un ton neutre. Je comptais t'en parler. Tu vends mon appartement, ai-je crié, incapable de me retenir. Aveline, baisse la voix. C'est une bonne décision. Tu as des dettes maintenant, avec cet hôpital. Les dettes que tu as créées. Ne sois pas dramatique. C'est un fardeau. La gestion locative, les impôts. C'est trop pour toi dans ton état. Je m'en occupe. Je t'aide. Je t'aide. Tu n'as pas le droit, ai-je murmuré, sentant la panique monter. J'ai cosigné. J'ai le droit de protéger l'investissement. L'argent ira sur un compte géré, ne t'inquiète pas pour les détails. Enlève-le de la vente. Maintenant. Ce n'est pas une bonne idée, Aveline. Tu es trop émotive. Laisse-moi gérer. Et elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone. Elle avait raccroché. Il n'allait pas s'arrêter. Ils avaient pris mon crédit, acheté une voiture, et maintenant ils prenaient mon bien immobilier. Ils n'allaient pas me laisser un sou. Ils effaçaient méthodiquement ma vie. J'ai regardé Inès, qui avait tout entendu. Elle était livide. Aveline, a-t-elle dit d'une voix basse et dangereuse. Tu ne vas pas appeler la police. Tu vas appeler un avocat. Un requin. J'ai hoché la tête. La rage s'était calmée. À la place, il y avait une clarté de glace. Mon instinct d'archiviste s'est réveillé. Il voulait effacer les dossiers? Très bien. Mais j'allais tout garder. Chaque copie. Ce n'était plus une dispute de famille. C'était une affaire criminelle. Et j'allais commencer à construire mon dossier. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tempêté. J'ai agi. J'ai appelé Thierry. Un ami de l'université, un de ces étudiants en droit brillants et un peu arrogants qui, je le savais, était devenu un avocat redoutable. Thierry. C'est Aveline. J'ai un problème. Un gros problème. Et ce n'est pas une consultation amicale. Je veux t'engager. Pendant qu'il me parlait, j'étais sur mon ordinateur. C'était mon territoire. Je suis une archiviste. Mon travail est d'organiser le chaos, de trouver la vérité dans un fatras de documents. Et ma famille venait de créer un chaos monumental. J'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau. Je l'ai nommé « Affaire Brigitte et Elara ». À l'intérieur, j'ai créé des sous-dossiers. Hôpital. Ligne de crédit 70K. Audi A5, Elara. Appartement Croix-Rousse. C'est là que ma nature méticuleuse, celle dont ma mère s'était toujours moquée, est devenue mon arme la plus puissante. Dans Hôpital, j'ai mis la photo du tableau blanc avec le « mardi ». J'ai mis la capture d'écran de la story Instagram d'Elara et Brigitte au café, avec l'horodatage. J'ai scanné le document de l'hôpital avec la fausse signature. Dans Ligne de crédit, j'ai enregistré tous les PDF de la banque, les relevés montrant l'ouverture du compte et les transferts. Dans Audi A5, j'ai mis la capture d'écran de la publication d'Elara. J'ai même fait une recherche sur le concessionnaire pour trouver le prix exact du modèle, qui correspondait à 65 000 €. Dans Appartement, j'ai mis le mandat de vente, l'annonce, l'email de « félicitations » et une copie de mon acte de propriété original. J'ai passé des heures. J'ai documenté chaque appel, chaque email. J'ai écrit une chronologie précise, minute par minute, de ce que je savais. La fille blessée et émotive avait disparu. À sa place se tenait l'archiviste. Et l'archiviste était en mission.
Quand j'ai tout envoyé à Thierry dans un fichier .zip sécurisé, il m'a appelé 10 minutes plus tard. Aveline, a-t-il dit, et son ton n'était plus celui d'un ami. C'était celui d'un avocat qui venait de voir une affaire en or. C'est incroyable. La préméditation. Le niveau de détail. Est-ce que j'ai une chance? Une chance? Aveline, ce n'est pas une affaire civile de dispute familiale. C'est du pénal. Faux et usage de faux. Usurpation d'identité. Abus de confiance. C'est énorme. Un poids s'est levé de mes épaules. Mais, a-t-il ajouté, ils vont se défendre. Ta mère, secrétaire de notaire, elle va dire que tu étais consentante. Elle va dire que tu es instable, que tu étais sous médicaments. Elle va essayer de te décrédibiliser. Nous avons les faits, mais nous avons besoin de prouver l'intention de nuire. Nous avons besoin de prouver un passif. Un passif. J'ai réfléchi. Ma vie entière n'était-elle pas un passif? Laisse-moi chercher, Thierry. Je pense que je sais où trouver ça. Après avoir raccroché, je suis restée assise dans le silence. Un passif. Une preuve qu'elles avaient toujours eu cette intention. J'ai commencé à fouiller. Pas seulement dans mes emails. Mais dans les souvenirs que j'avais enterrés. Les petites choses. Les faveurs qu'Elara me demandait. Les emprunts jamais remboursés. Et puis, je me suis souvenu de quelque chose. Quelque chose qu'Elara avait fait il y a des années, à l'université. J'ai ouvert Facebook. J'ai tapé un nom que je n'avais pas prononcé depuis 10 ans. L'ex-petit ami d'Elara. Il était temps de déterrer de très vieux dossiers. J'ai retrouvé son nom, Chloé. L'ex-petite amie d'Elara à l'université. Leur relation s'était terminée de manière explosive, mais je n'avais jamais su pourquoi. Je lui ai envoyé un message. Chloé, c'est Aveline. La sœur d'Elara. J'ai une question très étrange à te poser, et je comprendrai si tu ne veux pas répondre. Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. Aveline. Je me demandais quand tu finirais par m'appeler. Laisse-moi deviner. L'argent. Mon cœur a raté un battement. Nous avons parlé au téléphone. Elara a ruiné mon crédit, m'a dit Chloé, sa voix plate, dénuée d'émotion. Elle a ouvert 2 cartes de crédit à mon nom. Elle m'a dit que c'était pour nous aider à construire notre avenir. Quand j'ai découvert, j'étais endettée de 10 000 euros. Bien sûr, elle a pleuré, elle a dit que c'était une erreur. Quand nous avons rompu, elle a dit à tout le monde que j'étais folle et instable. Elle a fait une pause. Elle a même essayé d'utiliser ton nom une fois, pour un abonnement téléphonique. Je l'ai arrêté. Elle a ri et a dit, oh, Aveline s'en fiche. Elle ne vérifie jamais rien. Elle est facile. Elle est facile. J'ai remercié Chloé. Elle a accepté de me faire une déclaration écrite. J'ai raccroché, le venin de ces mots se répandant en moi. Elle est facile. Elle ne vérifie jamais rien. Ma gentillesse, ma confiance, mon désir de croire en ma famille, ils ne voyaient pas ça comme des qualités. Ils voyaient ça comme des failles de sécurité à exploiter. J'ai ajouté la déclaration de Chloé au dossier. C'était la preuve du passif. Mais Thierry voulait l'intention. Le mobile. Pourquoi? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette cruauté méthodique? J'ai cherché dans mes sauvegardes d'emails, remontant à l'époque de l'université. J'ai trouvé un échange entre ma mère et mon père. J'avais été transféré sur leur compte email familial quand mon vieil ordinateur était mort. J'avais oublié cet échange. J'avais des difficultés financières. J'avais demandé à mes parents un petit prêt pour les livres. La réponse de ma mère à mon père était là, en noir et blanc. Date, 2012. Objet, problème Aveline. Hervé, je ne veux plus que nous donnions de l'argent à Aveline. Elle est un fardeau. Elle est trop sensible, pas pratique pour un sou avec ses études d'histoire de l'art. Elle ne réussira jamais. Elle finira par revenir vivre ici. Tout notre espoir, tout notre investissement, doit aller à Elara. Elara est intelligente, elle est belle, elle sait ce qu'elle veut. Aveline est un mauvais investissement.
Nous devons réduire nos pertes. Un mauvais investissement. Réduire nos pertes. J'ai lu l'email. Puis je l'ai relu. Ce n'était pas de la colère que je ressentais. C'était une compréhension soudaine et terrible. Ce n'était pas personnel. C'était financier. Dans l'esprit de ma mère, j'étais une action qui avait chuté. Et Lara était l'action qui montait. Et ma mère, la pragmatique, ne faisait que réallouer les actifs de la famille. Mon appartement. Mon crédit. C'était juste une réallocation. J'ai sauvegardé l'email au format PDF. Je l'ai nommé le mobile. Je l'ai envoyé à Thierry. Sa réponse a été simple, nous les tenons. Ce soir-là, je suis allée sur mon propre profil de réseau social. J'ai écrit une seule phrase. Une fausse signature peut détruire une vie. Une archive peut la sauver. Vérifiez toujours vos dossiers. Je n'ai identifié personne. Je n'en avais pas besoin. Moins d'une heure plus tard, Lara m'a appelé. J'ai regardé l'écran sonner. J'ai rejeté l'appel. Elle a rappelé. Rejet. Puis le message texte est arrivé. Tu ferais mieux de supprimer ça, salope. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. J'ai fait une capture d'écran. Je l'ai nommé menace. Je l'ai ajouté au dossier. Et c'est là qu'ils ont décidé de lancer leur propre contre-attaque. Mais ils ne savaient pas que j'avais déjà gagné. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? L'attaque a commencé, comme toujours avec Lara, sur Instagram. Le lendemain matin, Inès m'a réveillée en secouant mon épaule. Aveline. Elle est en direct. Maintenant. J'ai attrapé mon téléphone. Et Lara était en direct, pleurant à chaudes larmes devant ses milliers d'abonnés. Elle avait le visage défait, le mascara coulant. C'était une performance digne d'un Oscar. Je ne peux pas croire que je dois faire ça, sanglotait-elle. Mais ma propre sœur, ma petite sœur, m'attaque. Elle répand des mensonges horribles sur moi et ma mère. Elle n'est pas bien. Elle a toujours été jalouse de moi. Elle invente des histoires de vol, d'argent, juste parce qu'elle ne supporte pas de voir les autres réussir. Elle a reniflé, essuyant une larme avec le dos de sa main. Tout ce que nous avons fait, c'est l'aider. Ma mère a géré ses papiers pendant qu'elle était malade, pour lui enlever un poids. Et elle nous remercie en nous traitant de criminels. Elle est instable. Je la regardais, fascinée par l'audace. Elle utilisait les mêmes mots que Chloé avait rapportés. Instable. C'était leur scénario habituel. Les commentaires défilaient. Courage Lara. Ta sœur est toxique. On te soutient. Et puis, mon œil a été attiré par quelque chose. En arrière-plan. Sur sa table de nuit, juste derrière son épaule. C'était une lampe. Une lampe en céramique en forme de chouette. Une lampe que j'avais fabriquée moi-même dans un cours de poterie à l'université. Elle avait une petite éraflure distinctive sur l'œil gauche, là où je l'avais fait tomber. Je pensais l'avoir perdue lors de mon dernier déménagement. Elle était là. Sur sa table de nuit. Elle avait volé ma lampe. Pendant qu'elle pleurait sur son instabilité, elle utilisait un objet qu'elle m'avait volé comme décoration. L'ironie était si épaisse qu'elle en était suffocante. J'ai commencé à taper un commentaire. Et puis, j'ai vu que d'autres l'avaient remarqué. Un vieux copain d'université. Attends, ce n'est pas la lampe chouette qu'Aveline a faite en 2e année? Un autre, Lara, pourquoi as-tu la lampe d'Aveline? Lara a jeté un coup d'œil aux commentaires. Son visage a changé pendant une fraction de seconde. La panique. Puis elle a fondu en larmes. Vous voyez ce qu'elle fait. Elle envoie ses amis m'attaquer. C'est trop. La diffusion s'est coupée. Mais ce n'était pas fini. Ma mère est passée à l'étape suivante. Brigitte était très impliquée dans la paroisse locale. Une semaine plus tard, une amie de la famille m'a envoyé un lien vers le bulletin de l'église.
Il y avait un petit mot de ma mère. À notre communauté. Je vous demande vos prières. Notre famille traverse une épreuve terrible. Notre fille cadette, Aveline, souffre de graves problèmes mentaux et s'est retournée contre nous de la manière la plus douloureuse qui soit, nous accusant de choses impensables. Nous lui pardonnons et prions pour sa guérison. Elle m'avait fait passer pour folle. Devant toute leur communauté. Et à côté d'elle sur la photo de la kermesse, il y avait mon père. Hervé. Souriant faiblement, sa main sur l'épaule de ma mère. Il était complice. Son silence était son approbation. Pause stratégique, vous imaginez ça? Ils ne se sont pas contentés de me voler. Ils ont essayé de détruire ma réputation, mon équilibre mental aux yeux du monde. Ils ont retourné l'histoire pour se poser en victime. Ils pensaient que je m'effondrerais, que la sensible Aveline ne pourrait pas supporter la pression. Mais ils avaient oublié une chose. Je ne suis pas seulement sensible. Je suis méticuleuse. Et j'avais gardé chaque reçu. J'ai envoyé la capture d'écran de la lampe chouette et le bulletin de l'église à Thierry. Il m'a répondu, c'est parfait. C'est de la diffamation. On ajoute ça au dossier. Le théâtre était terminé. Le prochain acte se jouerait au tribunal. Le jour de l'audience, le palais de justice de Lyon était gris et intimidant. J'étais arrivé tôt, avec Thierry. J'avais choisi mes vêtements avec soin, un pantalon noir simple, un chemisier blanc. L'uniforme de l'archiviste. Calme, professionnel, factuel. Puis elles sont arrivées. Brigitte et Elara. Telles deux veuves siciliennes, tout en noir. Du noir de créateur pour Elara, bien sûr. Elles avaient l'air tragiques. Ma mère tenait un chapelet. Un chapelet. Mon père, Hervé, les suivait à quelques pas, comme un fantôme. Il ne s'est pas assis avec elles. Il a glissé sur un banc tout au fond de la salle, seul, la tête baissée. Il n'a pas croisé mon regard. La salle était petite. Le juge avait l'air fatigué. L'avocat de ma mère a commencé. Il a brossé un tableau de moi comme d'une fille, fragile, émotionnellement instable, incapable de gérer ses propres finances. Il a affirmé que ma mère, dans un acte d'amour maternel, avait simplement pris les choses en main pour me protéger. J'ai regardé Thierry. Il souriait à peine. Puis ce fut son tour. Et ce fut une démolition. Méthodique. Chirurgicale. Thierry n'a pas élevé la voix. Il a simplement présenté les faits. Dossier par dossier. Pièce A, la capture d'écran de la story Instagram. Madame Brigitte, vous prétendez que vous étiez rongée d'inquiétude pour votre fille, mais cette photo vous montre en train de trinquer au café, à l'heure exacte de l'opération. L'avocat de ma mère s'est étranglé. Pièce B, le document de l'hôpital. Avec la signature. Nous avons un expert graphologue qui atteste qu'il s'agit d'une imitation grossière. Point. Pièce C, les relevés bancaires. L'ouverture de la ligne de crédit de 70 000 €. Et le virement, le même jour, de 65 000 € à un concessionnaire Audi. Il s'est tourné vers Elara. Mademoiselle, vous prétendez que cette voiture était un cadeau? Saviez-vous qu'elle a été achetée avec un crédit obtenu frauduleusement au nom de votre sœur? Elara est devenue blanche. Thierry a continué. Le mandat de vente de l'appartement. La déclaration de Chloé, l'ex-petite amie. Et enfin, l'email. L'email de 2012. Pièce F, un email de Madame Brigitte à son mari. Je cite, Aveline est un mauvais investissement. Nous devons réduire nos pertes. Un silence de mort s'est abattu sur le tribunal. Réduire nos pertes. Brigitte a regardé son mari, au fond. Il n'a pas levé les yeux. Le juge a regardé ma mère. Mauvais investissement, madame? Ma mère a commencé à bafouiller. Ce n'est pas, c'est sorti de son contexte. J'étais inquiète pour elle. Puis le juge m'a demandé de parler. Je me suis levée. Mes genoux tremblaient, mais ma voix était stable. Votre honneur. Je n'ai pas demandé ça. J'ai passé ma vie à essayer d'être une bonne fille. Une fille facile.
J'ai pardonné l'indifférence, le favoritisme, le mépris. J'ai regardé ma mère. Mais je ne peux pas pardonner ça. Elles n'ont pas seulement volé mon argent. Elles ont volé mon nom. Elles ont volé ma signature. Elles ont essayé d'effacer mon existence légale, de me faire passer pour folle, tout ça pour une voiture et un appartement. J'ai repris mon souffle. Je ne suis pas un mauvais investissement. Je suis leur fille. Et je suis ici aujourd'hui juste pour récupérer mon nom. Je me suis rassise. Le juge n'a pas pris longtemps. Le verdict a été sans appel. Fraude avérée. Usurpation d'identité. Abus de confiance. Brigitte et Lara ont été condamnées solidairement à rembourser l'intégralité des 70 000 euros, plus 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. L'appartement a été immédiatement retiré de la vente et son contrôle m'a été entièrement restitué. Ma mère a laissé échapper un petit cri. Et Lara pleurait, de vraies larmes de rage cette fois. En sortant, je suis passée devant mon père. Il était toujours assis, figé. Je me suis arrêtée une seconde. Il a lentement levé les yeux. Il n'y avait rien dedans. Pas de regret. Pas de fierté. Juste du vide. Je n'ai rien dit. J'ai continué à marcher, et je suis sortie du tribunal sous un ciel enfin dégagé. J'ai gagné. Mais ça n'avait pas le goût de la victoire. Ça avait le goût de la justice. Et la justice, c'est froid, c'est précis. La presse locale s'est emparée de l'histoire. Une mère et sa fille condamnées pour avoir volé l'héritière mal aimée. La communauté de l'église, les amis de ma mère, tout le monde a su la vérité. Le théâtre des victimes s'était effondré. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas d'expéditeur. L'écriture de ma mère. Je l'ai ouverte. Ce n'était pas des excuses. C'était du venin. Une longue tirade sur le fait que j'avais détruit la famille. Que j'étais ingrate, froide, calculatrice. Et la phrase finale. Celle qui a tout résumé. Tu as toujours été un fardeau. J'aurais dû écouter mon instinct. Une seule fille, Lara, aurait suffi. J'ai lu la lettre. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai pliée soigneusement. J'ai pris une de mes boîtes d'archives. J'y ai mis la lettre. J'ai écrit une étiquette dessus, dossier clos, ne pas rouvrir. Mon travail d'archiviste est de préserver le passé. Mais ma nouvelle vie était de savoir quel dossier devait rester fermé pour toujours. J'ai utilisé l'argent remboursé pour solder la ligne de crédit frauduleuse. Avec le reste, et l'argent de la vente, que j'ai faite moi-même, cette fois, de l'appartement de la Croix-Rousse, j'ai déménagé. J'ai trouvé un petit appartement magnifique sur la colline de Fourvière, avec une vue sur tout Lyon. Un nouveau départ. J'ai acheté de nouveaux meubles. Simples. Les miens. J'ai aussi acheté une nouvelle lampe. Une petite lampe en céramique en forme de renard. Elle est rusée, et personne ne me la prendra. Je n'ai plus jamais parlé à ma mère, ni à ma sœur. Mon père m'a envoyé un SMS, une fois. J'espère que tu vas bien. Je n'ai pas répondu. Le silence peut être une réponse. Son silence avait été complice, le mien était une frontière. Mon travail consiste à préserver la vérité, peu importe à quel point elle est inconfortable. Et la vérité de mon histoire, c'est que la famille n'est pas une obligation. Ce n'est pas un chèque en blanc pour la cruauté. La famille, la vraie, c'est le respect. C'est la vérité. C'est la sécurité. La vraie famille, c'est Inès, qui m'a hébergée sans poser de questions. C'est Thierry, qui s'est battu pour mon nom. Parfois, la chose la plus saine que vous puissiez faire est de prendre l'amour que vous donniez à ceux qui ne le méritaient pas, et de vous le donner à vous-même. Si vous avez déjà eu l'impression d'être invisible dans votre propre famille, cette histoire est pour vous. Peut-être que votre famille n'a jamais vidé votre compte en banque. Mais si vous vous êtes déjà assis à une table de dîner en vous demandant pourquoi l'amour semblait si conditionnel, alors vous comprenez. On parle beaucoup de loyauté dans les familles. Mais la loyauté sans respect, ce n'est pas de la loyauté. C'est une prison. Si vous vous êtes reconnu dans mon histoire,
Si vous avez déjà été traité de trop sensible ou de compliqué, simplement pour avoir demandé à être traité justement, laissez un 1 dans les commentaires. J'aimerais savoir que je ne suis pas seule. Partagez votre propre expérience si vous le souhaitez. Ce lieu est un lieu sûr. Si cette histoire vous a touché, merci de laisser un pouce bleu. C'est un petit clic, mais cela montre que ces histoires comptent. Et abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes là pour raconter les histoires qui ont besoin d'être entendues. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas un mauvais investissement. Vous n'êtes pas un fardeau. Votre voix compte. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine fois.